Bonjour Anne-Sophie, Bonjour Jean-Christophe. tout va bien? Parfaitement bien, merci. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Quel est ton parcours pro? Quel est ton métier aujourd'hui? Avec plaisir. Alors, donc, je m'appelle Anne-Sophie. Je suis en développement d'activité en tant que chargée de com freelance depuis le début de l'année. Avant ça, j'ai été 10 ans à l'étranger, chez Lego, entre autres. Où là j'ai été aussi chargée de com et assistante de projet. Mes diplômes sont plus axés pour être instit, donc il y a eu un petit changement d'orientation dans mes jeunes années de la vingtaine. Sachant que j'ai toujours voulu être dans la com, et puis finalement les conseillers d'orientation m'ont vivement déconseillé. Et ce pourquoi je me suis réorientée vers le métier d'instit, et où je me suis rendu compte que ça ne serait pas pour moi. Donc je me suis lancée dans la com, puisque c'est ce que je voulais faire. Ah, c'est rigolo, moi aussi je voulais être enseignant au début et puis j'ai toujours repoussé mon entrée dans le monde de l'enseignement et j'ai finalement viré vers le journalisme et la communication. Quelles raisons vraiment t'ont poussé à faire aussi ce même virage? Je pense que j'étais vraiment pas faite pour rester avec 30 enfants toute la journée, à gérer 30 éducations différentes. Voilà, je ressortais de mes stages avec des migraines en permanence, c'était terrible. D'autres raisons aussi où je ne me reconnaissais pas non plus forcément dans l'éducation nationale, et du coup j'ai repris mes études et c'est là où j'ai commencé après à intégrer des agences de design pour être assistante d'abord de projet, et puis petit à petit évoluer et continuer vers la chargée de com que je suis aujourd'hui. Alors, concrètement, quel est ton métier aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais avec tes clients au quotidien? Alors, je propose des forfaits ou adaptables en termes de nombre d'heures et vraiment sur mesure en fonction des besoins. Ça va être de la communication interne, de la communication externe, les réseaux sociaux, les newsletters, ce qui va être même aussi accompagné dans la refonte des logos, la création des cartes de visite, vraiment le job de chargé de com pour des petites structures qui n'ont pas forcément en fait les moyens d'avoir une chargée com à mi-temps ou à plein temps. Donc c'est répondre à ces besoins-là. Et puis en parallèle, j'anime aussi des ateliers pour comprendre l'univers des réseaux sociaux, un appui davantage sur tout ce qui va être la visibilité sur Internet. Aujourd'hui, on a décidé de parler ensemble tous les deux de l'organisation d'un webinaire. En deux mots, parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet après, qu'est-ce que tu as envie de partager aujourd'hui avec ceux qui nous écoutent sur les webinaires et l'organisation de tels événements en ligne? Alors, j'ai découvert cet outil parce que pour moi c'est vraiment un outil de com et de stratégie commerciale lors d'une expérience justement à l'étranger. J'ai vraiment apprécié cet outil pour sa capacité à fédérer vraiment des personnes qui peuvent être vraiment à l'autre bout de la terre pour faire passer des messages. Alors tout dépend de la thématique évidemment. Tout dépend de ce qu'on a proposé. Mais il y a des interactions qui peuvent être faites qui sont assez sympas. Et finalement, ça mobilise du temps d'organiser un webinar. Mais quand on peut toucher des personnes qui sont vraiment à l'autre bout du monde, il y a aussi un retour qui peut être intéressant pour atteindre une autre cible en fait. Et développer une communauté derrière aussi. La stratégie événement sur les réseaux sociaux, c'est une stratégie qui est quand même assez complexe. Il faut quand même maîtriser déjà la stratégie de contenu à la base, puisque organiser un événement, c'est rien d'autre finalement qu'organiser une stratégie de contenu dédiée à cet événement. Oui, absolument. Alors après, dans le cadre du webinar ou des webinaires, il y a un plan à faire comme tout projet de communication. En fait, il y a un plan à déterminer. Il faut évidemment informer, mais pas non plus surinformer par rapport à cet événement. Donc il y a tout un timing à prédéfinir et en fonction de la cible toujours. Et donc créer des petits moments, des petits rendez-vous. On peut très bien commencer avec un petit visuel de lancement et puis un petit teaser qui sera peut-être plus souvent sous format de vidéo où là les intervenants ou la personne qui reçoit en fait, qui organise peut déjà désamorcer et faire un petit teasing sur le grand événement le jour J. Oui, c'est ça, on assure la promotion de l'événement, c'est la première phase de la stratégie, et puis on définit les messages surtout, et puis on commence déjà peut-être, on a peut-être déjà déployé ça avant, mais les outils aussi pour capturer des contacts, capturer des futurs invités.
Absolument. Donc évidemment, il y a les Facebook Live, tous les lives qu'il peut y avoir sur les différents réseaux sociaux. En l'occurrence, c'est plutôt des plateformes dédiées à l'organisation de webinars. Il y en a des très connus, Webikeo, Zoom, Livestorm, Wordcast, qui sont des outils plus à l'étranger, en fait, développés à l'étranger. OnStream, Microsoft, en fait, un outil développé par Microsoft. Et là, avec ces outils-là, il y a toute une machine derrière qui est prévue, une machine de communication, de recueil évidemment des inscriptions, des données, et effectivement ce qui permet de pouvoir échanger spécifiquement sur ce webinaire sans forcément communiquer à des personnes qui ne sont pas forcément intéressées par le webinaire. Donc ça permet vraiment de rester focus sur les personnes qui s'inscrivent. Et quelle est la plateforme que tu préfères utiliser Alors moi j'ai beaucoup utilisé Workcast justement, qui est un outil qui est développé en Angleterre, parce que c'était dans le cadre d'une mission d'organisation de webinaires, donc j'étais à l'étranger, comme je le mentionnais. La plateforme était anglaise parce que c'était le langage universel, tout simplement. C'est pas trop dur à s'accaparer les fonctionnalités de cette plateforme? Il faut peut-être un accompagnement spécifique, il y a de l'auto-formation possible, des vidéos qui expliquent comment ça fonctionne? Alors, Workcast a une équipe dédiée à ça, effectivement. Donc moi, en tant qu'organisatrice, j'ai été formée rapidement. Enfin, c'est juste 1 heure d'interview qui permet de montrer les fonctionnalités majeures. C'est un outil en tout cas qui est assez intuitif, qui permet beaucoup de fonctionnalités, aussi d'animation pendant le webinaire. Donc ça, c'est des petites choses qu'on découvre aussi en faisant. Ça, je pense que ça a été un peu la clé de toutes ces... Je dois en organiser une dizaine. C'est qu'en fait, à chaque webinaire, on apprend un petit peu plus pour améliorer celui d'après. Oui, ça demande aussi un accompagnement avec les intervenants, les speakers. Clairement, moi, c'était aussi mon travail de préparer les intervenants à l'outil. Donc, on prenait toujours, avant l'intervention, un petit peu de temps, 2 jours avant en général, ou voire 1 semaine avant, pas le jour J, pour qu'ils s'approprient un peu plus l'outil et que je lui explique voilà, la configuration, comment ça se passe, où est-ce qu'il peut répondre aux questions, où est-ce qu'il peut lire les questions, où est-ce qu'il peut appuyer, voilà, ce genre de choses. Et bien avant d'en arriver là, on a fidélisé aussi les inscrits en leur envoyant des séquences d'emails, c'est ça? Absolument, oui. Ça permet quoi, les séquences de mails? Voilà, de teaser, de donner à chaque email, il faut apporter un petit lot d'informations supplémentaires. On ne sait pas si c'est pour répéter le même message, ça n'a pas trop d'intérêt. Pour après inciter déjà les gens à être là le jour J, communiquer, partager l'information avec leur propre réseau, pouvoir développer du coup les inscriptions pour le jour J. Ce qu'on peut faire après, du coup, tu as commencé à l'évoquer, mais pendant l'événement, est-ce qu'on peut communiquer aussi pendant l'événement? C'est aussi beaucoup de complexité par rapport à l'animation. Si un webinaire qui est trop lent, pas animé, trop mou, ça donne pas envie de le suivre, ça donne envie de le quitter. Non seulement il faut, mais c'est vraiment, c'est très recommandé pour plusieurs raisons. Tu l'as évoqué d'ailleurs, pour éviter un peu la morosité, que ce soit un peu plan-plan. Voilà, alors il y a plusieurs choses. Il y a les intervenants, ou l'intervenant dans sa façon d'animer, dans la sollicitation. C'est pas une télé, c'est pas un plateau télé, c'est pas juste s'adresser à une caméra, c'est derrière, il y a vraiment des gens qui sont en ligne, qui suivent en direct, donc c'est dommage de pas les solliciter. Il y a l'animation dans les chatbox, où là c'est sûr qu'il faut, ça demande une petite équipe d'organiser un webinar, c'est-à-dire qu'il y a les personnes qui présentent, mais aussi les personnes qui sont en backup technique, backup de modération. Et justement, c'est dans les chatbox, ça permet aussi de passer d'autres messages, ça permet de relayer des informations qui sont dites en live, par exemple, quand il s'agit de citer un site internet, tout de suite le modérateur il peut mettre le lien, comme ça les gens ils cliquent sur le lien internet, ils peuvent suivre en direct, voilà. Et puis il peut y avoir des petits jeux d'animation effectivement pour comme on a dans beaucoup de formations, de réunions, les petits icebreakers, on peut très bien envisager aussi, tout dépend du nombre d'inscrits et du sujet évidemment traité, mais tout est envisageable, c'est ça l'avantage. On peut faire des sondages par exemple. Oui, absolument. Sonder en ligne, il y a des questions, Workcast notamment propose cette fonctionnalité en amont, dans la préparation de l'événement, on peut organiser une série de questions qu'on décide à tout moment d'activer ou de désactiver. Ça peut être un questionnaire de satisfaction, savoir si les gens sont contents ou pas, pendant le webinaire. Alors il faut être un peu vigilant parce qu'il ne faut pas non plus déconcentrer les auditeurs qui restent concentrés sur ce que dit l'intervenant. Mais voilà, il y a des points stratégiques, des points clés pour pouvoir le faire. Récolter plus pour en savoir plus sur qui est derrière en fait, qui sont les auditeurs. Donc là c'est une petite série de questions où
pour en connaître davantage sur les personnes qui nous suivent, ce qui a un intérêt après pour la suite, évidemment, pour continuer sa stratégie ou commerciale ou de communication. Oui, par exemple, ces sondages, ça peut permettre de provoquer des prises de conscience par rapport à la vente aussi, parce que la vente, c'est finalement prendre conscience de ses problèmes pour pouvoir les résoudre après, pourquoi pas travailler aussi avec l'entreprise qui fait ce webinaire. Oui, absolument. Dans le cadre de l'immobilier, on pourrait tout à fait imaginer, lors d'un webinaire, qu'il y ait des questions, ce qu'on appelle les pop-up, qui surviennent comme ça en disant, je ne sais pas, si admettons un exemple, la thématique c'est problème lors d'un achat immobilier. Par exemple, comment traiter d'un achat immobilier, le contentieux par rapport à l'achat immobilier. On pourrait très bien y avoir une petite question en live qui dit, avez-vous même expérimenté lors d'un achat un souci, aussi bien par rapport à des travaux ou plutôt juridiques ou autres. Les personnes pourraient répondre en questions et ça permet de collecter derrière et de faire peut-être un suivi par la suite en fonction, je ne sais pas si l'offre, si l'idée c'est de proposer après des solutions d'accompagnement juridique, voilà, ça permet un petit peu de cibler, de voir qui a pu avoir des problèmes ou qui a des problèmes. Et du coup, comment on récupère l'opportunité derrière Est-ce que c'est un numéro de téléphone qui est collecté, c'est un email? Comment ça se passe la suite post-webinaire? C'est lors des enregistrements, des inscriptions. En fait, le formulaire d'inscription permet de collecter, alors effectivement avec le consentement, toujours par rapport à la RGPD, de collecter les adresses email, les numéros de téléphone et les noms. Donc là, c'est aux commerciaux de prendre le relais après le webinaire. Après, il y a peut-être des relances à faire, des communications à ceux qui ne sont pas venus ou remercier ceux qui ont assisté pour leur apporter encore plus d'éléments. Alors, absolument. Donc là, il y a 2 éléments dans ce que tu dis. C'est effectivement les commerciaux ont un rôle hyper important par la suite de l'utilisation de ce webinaire, c'est clairement. Et la deuxième chose, il faut toujours remercier, ça c'est sûr, sur les réseaux sociaux, sur le site internet aussi, là où on a fait la promotion, en fait, tout simplement de l'événement. Les plateformes avec lesquelles on peut travailler comme Workcast ou Zoom ou autre, je parle de Workcast parce que c'est là où j'ai l'expérience, de toute façon, on voit des replays. On voit des liens de replay et très souvent d'ailleurs c'est là où on attrape le plus d'audience. Voilà, il y a beaucoup de personnes, mais moi la première, je m'inscris à des webinaires, je sais que des fois j'aurai pas forcément le temps ou alors j'ai une juxtaposition dans l'agenda. Le fait d'avoir accès au replay, ça permet de rattraper la chose et donc c'est là très souvent qu'on récupère encore un autre public et donc c'est là où on fait l'audience en général est doublée voire triplée grâce au replay. Alors il y a plusieurs façons de faire des webinaires. Il y en a où finalement c'est un entretien de vente déguisé où à la fin on te propose de signer et de travailler avec toi en t'inscrivant et en payant directement. Toi, quelle est ta vision finalement du webinaire? Est-ce que ce serait pas plutôt vers une mini-conférence avec beaucoup de valeur ajoutée ou quelle est ta façon d'animer ces webinaires à toi? Je dirais tout dépend de la stratégie commerciale derrière. Effectivement, si c'est un webinaire qui est très axé sur la stratégie commerciale, effectivement, c'est très courant d'avoir cette offre alléchante à la fin pour pouvoir acheter. Et ça marche très souvent. Ça marche, c'est un outil qui marche. Dans le cas de mon expérience professionnelle en tant qu'organisatrice de webinaire, c'était vraiment plus le transmettre de valeurs, de connaissances en faisant intervenir des spécialistes, des experts qui avaient parfois par exemple des livres à vendre ou des choses comme ça. Donc on pouvait par exemple les participants qui participaient au webinaire avaient par exemple un petit code promo, ça c'est des petites choses qui peuvent se faire. Voilà, je dirais vraiment ça dépend de la stratégie commerciale de l'entreprise. Donc voilà, on a fait un webinaire. On a des leads, mais avant, on a travaillé avec Anne-Sophie. Et Anne-Sophie, elle a mis en place quoi concrètement? Alors ça commence vraiment de A à Z, ça va être de définir quel est le but, pourquoi on fait ce webinaire, est-ce que c'est de l'informatif, est-ce que c'est de la vente, est-ce que c'est pour lancer une nouvelle offre, est-ce que c'est pour parler d'un sujet particulier où on va faire venir des intervenants. Ça va être définir le plan de communication, s'appuyer sur les partenariats, s'appuyer sur les intervenants et le réseau des intervenants. C'est ce qui va faire la puissance en fait de la portée du webinaire. C'est aussi s'appuyer sur ces réseaux de partenaires. Après, ça va être s'assurer que pour la plateforme d'organisation de webinaires type Workcast, Webikeo, on délivre en temps et en heure les visuels, les textes de communication. J'accompagne évidemment sur tout cela, puisque ça fait partie de mon métier de chargé de com. S'assurer que
Les rappels sont envoyés au bon moment, qu'il n'y a pas de problème dans les inscriptions. Répondre aux questions, problèmes techniques lors des inscriptions. Voilà, le jour J, préparer la salle avec la personne. C'est une petite préparation quand même à faire. Il peut y avoir une petite mise en scène. Voilà, il y a dans le backup, s'assurer qu'il y a des messages aussi qui peuvent être passés. Et puis le jour J, être en backup technique, où là, ça va être pas forcément modératrice, parce que je pense que pour être modérateur, il faut avoir une certaine connaissance et expertise sur ce qu'on modère. Donc là, souvent, les modérateurs sont des personnes de l'équipe de l'entreprise. Moi, ça va être plutôt faire les tests sur les différents supports, que tout fonctionne en fait, répondre à des questions. Parfois, envoyer des messages dans le chatbox quand même pour dire on a bien noté qu'il y a des problèmes audio, des choses comme ça, on travaille dessus. Voilà, c'est pour s'assurer, décharger le client de cela. Et puis après, s'assurer que la com de remerciement, comme tu disais, s'assurer que le webinaire est en ligne. Voilà, c'est tout cet accompagnement. Et après, évidemment, appuyer sur qu'est-ce qu'on fait de tout ça après, des données, des clients. Et là, c'est un relais avec l'équipe commerciale, s'il y a une équipe commerciale, évidemment, dans les personnes que j'accompagne. Animer un webinaire, c'est des techniques d'animation, c'est placer sa voix, c'est savoir un petit peu jouer avec l'audience aussi pour faire en sorte qu'elle soit réactive. Est-ce que tu formes aussi à cette partie-là ? Je conseille, formation c'est peut-être un grand mot, mais je conseille effectivement la posture, parce que dans les habits aussi, ce qu'il faut avoir par exemple sur la table ou pas avoir, souvent, c'est plutôt ça d'ailleurs. Ouais, la communication aussi, quand on fait une visio, c'est ce qu'on a derrière soi, c'est un visuel sympa aussi, c'est tous ces petits détails-là qui font la communication. Absolument, la rentrée de la lumière, l'audio. Si on est dans une salle où on pense qu'à un moment donné, il va y avoir, du bruit ou quoi, dans la salle d'à côté, c'est peut-être pas la meilleure place. Donc voilà, c'est aussi cet accompagnement-là, en fait, tout. C'est pas compliqué. Je pense que quand j'ai démarré les webinaires, je savais pas. Je fais un petit coucou à Charlotte, qui était ma collègue sur ce coup-là, qui, quand j'ai commencé à travailler pour la Lego Fondation, en fait, m'a dit, écoute, dans 15 jours, j'ai un premier webinaire, j'ai rien préparé, est-ce que tu peux t'en occuper ? Bon, voilà, on y va, on foire les pros. Enfin, on fait des erreurs, ça c'est sûr, on apprend en faisant des erreurs. Je pense que je les ai à peu près toutes faites. Donc c'est ça qui, au fur et à mesure, tous les mois, on en a organisé, et c'est ça qu'après qui a fait qu'il y avait des webinaires qui étaient plus ou moins de qualité aussi, quoi. Merci à toi. Un dernier mot ? Où est-ce qu'on peut te joindre ? Une adresse mail ou un site web si on veut te contacter ? Oui, bien sûr. Mon activité, c'est Little Sun. Donc, vous trouverez sur les moteurs de recherche Little Sun Communication Digitale, parce qu'il y a un autre Little Sun qui n'a rien à voir, qui sont des lampes solaires. En tapant mon nom, sinon aussi, Anne-Sophie Dubreuil. J'ai un site web, www.little-sun.fr, Facebook et LinkedIn. Merci à toi Anne-Sophie, à bientôt. Merci à toi Jean-Christophe, et merci à tout le monde de m'avoir écouté.